Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Des apprentis de Villiers-le-Bel reçus au Sénat. Les 12e rencontres sénatoriales de l'apprentissage devaient valoriser cette formation. Des jeunes étaient donc là pour en faire la promotion avec comme argument l'assurance de trouver un emploi dès la sortie de l'école. Le reportage de Christophe Aubry. Pour la première fois, ces jeunes apprentis découvrent le Sénat. Cette réception en grande pompe leur est consacrée. Ils sont venus montrer leur travail. Ce camion de pompiers, retapé de A à Z, est prêt à partir pour le Sénégal. Ils viennent tous de l'Institut des métiers et de l'artisanat de Villiers-le-Bel. Parmi eux, on retrouve Riyad et Salim. Ils ont choisi la carrosserie et la peinture. Il y a des portes qui s'ouvrent après. Dès qu'on est chez le patron, si on est bien, il nous garde à la fin. Donc il n'y a pas de problème, on est rémunéré. Et on apprend très bien le métier. C'est vrai que l'apprentissage c'est beaucoup mieux que l'enseignement général, parce que la théorie et la pratique, c'est mieux que de la théorie, et le patron il demande que ça, que de la pratique. Un pied à l'école et un pied dans le monde du travail. Une semaine sur deux, ces apprentis sont en entreprise. Après leurs 3 années d'apprentissage, ils devraient être à l'abri du chômage avec à la clé un CDI. En moyenne, ils sont 70% à décrocher un contrat à l'issue de leur formation. L'apprentissage, en fait, ce n'est plus la voie de garage. On voit venir au jour d'aujourd'hui des jeunes après un cursus de Bac+2, Bac+3, voire même Bac+4, qui reviennent vers l'apprentissage. Quelle perte de temps, alors qu'ils auraient dû en fait être orientés depuis bien longtemps effectivement vers l'apprentissage. L'apprentissage est l'un des outils pour lutter contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, les apprentis sont 600 000. L'objectif, c'est qu'ils soient 800 000 d'ici 2015. L'apprentissage a longtemps été porté uniquement, presque ou quasi uniquement, par l'artisanat, les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, un certain nombre de grandes entreprises se sont lancées dans cette dimension. Il faut qu'on aille plus loin. Et il faut que ça devienne un défi de toute la nation. L'objectif 800 000, certains ont dit c'est ambitieux. Moi je crois qu'il faut se donner en matière de jeunes beaucoup d'ambition. Seul problème, le gouvernement vient récemment de supprimer les aides à destination des patrons pour embaucher les apprentis. Allègement de charges et autres primes. En attendant la mise en place de nouvelles incitations pour les employeurs, 500 millions d'euros devraient être investis pour développer des centres de formation. Abandon des poursuites pour terrorisme contre des opposants iraniens dont le siège est installé à Auvers-sur-Oise. Ils étaient mis en examen depuis 8 ans. Le non-lieu a été marqué par une grande fête samedi, mais le souvenir des interpellations par la police reste vif. Un sujet de Christophe Rigaud. Dans cette petite rue d'Auvers-sur-Oise, le 17 juin 2003, 1 millier de policiers débarquaient au petit matin. Une opération antiterroriste de grande ampleur. Visés, ces opposants iraniens au régime des Mollahs, qui aujourd'hui exultent. 8 ans plus tard, les poursuites pour terrorisme ont été abandonnées contre 24 membres de l'organisation dont le siège est installé à Auvers-sur-Oise. Le non-lieu a été fêté à l'endroit même de la descente de police, une perquisition qui avait été suivie de 170 interpellations. Ces policiers et ces gendarmes sont arrivés cagoulés, armés jusqu'aux dents, contre des gens qui étaient désarmés ici. Ils ont cassé tout, ils ont brisé les portes, les fenêtres, ils ont ouvert la grille avec des béliers et nous ont menacés. Moi-même j'ai été menacé avec un Colt et une mitraillette braquée sur le visage. Et c'est de cette manière que cette rafle a commencé. Ensuite on a été menottés, pour certains ont été maltraités. Ils m'ont réveillé, ils m'ont dit lève-toi, viens avec nous. Je leur ai dit que j'étais handicapée, que j'avais une jambe amputée et qu'il fallait que je remette ma jambe, que je ne pouvais pas me lever. Et ils m'ont attrapée pour me soulever et j'ai dit je suis une femme musulmane, je ne peux pas sortir comme ça sans ma tenue. Laissez-moi m'habiller et me préparer. Bonjour. Cette voisine des Iraniens garde une mémoire intacte du 17 juin 2003. Ce jour-là, à 6 h du matin, les policiers ont forcé son domicile. Ils nous ont sortis du lit, traînés par terre, avec menacés. On était donc plaqués au sol, avec les armes sur les tempes. Donc nous, ils nous ont demandé est-ce que vous êtes iranien, est-ce que vous êtes iranien ou est-ce que vous êtes français. Il a fallu quand même chercher nos papiers d'identité. Ils nous ont laissé chercher pièces d'identité pour montrer qu'on était français. Donc là, par contre, après, ils ne sont pas excusés, mais ils sont partis. Le maire d'Auvers-sur-Oise a fêté avec les Iraniens l'abandon des poursuites judiciaires.
Il les a toujours défendus. Jean-Pierre Becquet les côtoyait bien avant la descente de police et il n'a jamais cru qu'il voulait faire de la France une base arrière terroriste. Ça ne pouvait pas être des terroristes dans la mesure où cette organisation bénéficiait d'une protection de la gendarmerie nationale depuis 20 ans. Donc il y avait 30, 40, 50 gendarmes en permanence sur le territoire et ils contrôlaient les entrées et les sorties. Donc évidemment, s'il y avait eu des armes, s'il y avait eu des mouvements, des relations avec des terroristes, forcément que la gendarmerie l'aurait su et donc forcément qu'ils auraient pu intervenir. L'Union européenne a retiré en 2009 l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran de la liste des organisations terroristes, un choix contesté jusqu'à présent par la France. L'organisation reste cependant toujours aujourd'hui sur la liste noire américaine. Ses opposants iraniens espèrent que le non-lieu français fera désormais la différence et rêvent à haute voix d'un printemps iranien à l'image des révolutions dans le monde arabe. On prend la direction du musée Tavet de la Cour à Pontoise. Cette bâtisse de la fin du XVe siècle accueille jusqu'au 5 juin la première exposition consacrée en France à Frank Gehritz, un artiste contemporain allemand de renommée internationale. Présentation de l'exposition avec Fabien Madigou. L'art contemporain, un style réservé à une élite. Voilà un cliché que le musée Tavet de la Cour entend bien faire tomber en accueillant dans ses murs une partie de l'œuvre de Frank Gehritz. Première rétrospective consacrée à l'artiste allemand en France, l'exposition présente des œuvres faites d'aluminium et de bois ou d'autres plus ludiques. Des travaux de longue haleine, contrairement à ce que pourrait laisser penser un premier coup d'œil furtif. La réalisation de ces œuvres lui prend énormément de temps et pour moi c'est quelque chose d'important parce que le public va découvrir ces œuvres avec à peu près le même temps. C'est pas comme s'il les avait fait thermolaquer chez un industriel. C'est pas une proposition purement formelle et froide. Il y a un ressenti très fort et qui en plus est calculé à l'échelle du corps, c'est-à-dire que les lignes horizontales, les masses sont toujours dans une relation particulière au corps du spectateur. Au rez-de-chaussée, le musée propose de découvrir une des techniques particulières de l'artiste, le pen stick sur aluminium. Gehritz recouvre alors ses panneaux d'alu à l'aide d'un stick de peinture à l'huile, des gestes qu'il répète des centaines de fois. Au deuxième, c'est le coup de crayon qui attire l'attention. Apposé méthodiquement par couches successives sur ces panneaux, le crayon interagit avec la lumière. Le résultat est comparable à rien de connu. Ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas du dessin, c'est quelque part entre la sculpture et le dessin, puisque ces plans finalement dessinent des masses. Et moi je trouve le résultat absolument fascinant. D'ailleurs tous les artistes ou les collectionneurs le reconnaissent comme quelqu'un d'extrêmement important aujourd'hui. Le dernier étage se veut plus accessible. Il concentre les cartons d'invitation où Frank Gehritz imite son style si particulier dans les œuvres de ses contemporains. Un résultat final déroutant à découvrir jusqu'au 5 juin prochain au musée Tavet de la Cour. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.